On passe maintenant à la section 3 qui sera dédiée à la détermination aussi du revenu d'équilibre, mais cette fois-ci par le multiplicateur keynésien. Le revenu d'équilibre est stable tant que les variables ou les éléments de la demande ne changent pas. Revenu d'équilibre est le même si la demande globale ne change pas. Mais dès qu'une variable, dès qu'un élément change, automatiquement on aura un changement au niveau du revenu d'équilibre. Et on peut dire que quand on a une variation, par exemple, de l'investissement, cette variation donne lieu à une augmentation ou à une variation beaucoup plus proportionnelle par rapport à la variation de l'investissement. D'où le phénomène de multiplication. C'est-à-dire, Keynes parle du multiplicateur. Notion qu'il a empruntée de l'un de ses professeurs à l'université de Cambridge, c'est Richard Kahn, qui parlait du multiplicateur d'emploi. Comme j'ai déjà expliqué, si l'une des variables de la demande globale varie, cette variation donne lieu à une variation plus que proportionnelle du revenu national ou du revenu d'équilibre. Si on parle de variables de la demande globale, c'est l'investissement, c'est les dépenses publiques, c'est les exportations, c'est aussi quelques éléments comme les importations et les recettes fiscales. Commençons d'abord par le premier élément de la demande globale qui est l'investissement. On traite ici le multiplicateur d'investissement. On prend deux situations pour expliquer ça. Situation 1, c'est-à-dire Y1, C1, I1. Situation 2, c'est Y2, C2, investissement 2. Alors, Y1, suivant la forme globale, Y1 est égal à C plus I. C1 plus Y plus I1. Y2 égale C2 plus I2. Alors, Y1 égale C1. C'est petit c fois Y1 plus C0 plus I1. Y2, c'est petit c fois Y2 plus C0 plus I2. Ici, je cherche quand l'investissement varie d'unité, combien variera le revenu. Alors, la variation de Y qui est égale à Y2 moins Y1, alors c'est bien petit c Y2 fois, plutôt ici, plus C0 plus I2 moins
C, Y1 plus C0 plus I1. Variation de Y est égale. Bien évidemment, on a ici plus C0 moins C0. Moins C0. On a encore I2, I1. Ça veut dire petit c, Y2, moins petit c, Y1, plus I2, investissement 2, moins investissement 1. Variation de Y est égale. Je factorise par C, c'est Y2, moins Y1, c'est Y2 moins Y1, I2 moins I1, c'est plus la variation de I. Variation de Y, petit c fois variation de Y, plus variation de I. Alors, variation de Y moins petit c fois variation de Y égalise variation de I. Ce qui donne lieu à la variation de Y facteur de 1 moins petit c égalise variation de I. Ce qui veut dire que la variation de Y est égale à 1 sur 1 moins petit c fois la variation de I. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a 1 moins petit c. C, on sait très bien, il est inclus. Le c, il est inclus entre 0 et 1. 1 moins 1 petit c, il est supérieur strictement à 1. C'est-à-dire, quand l'investissement croît d'unité monétaire, automatiquement, l'investissement croît de manière plus que proportionnelle. D'où l'effet multiplicateur de l'investissement. Et 1 moins 1 sur 1 moins petit c, notez KI, multiplicateur d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le multiplicateur d'investissement, c'est l'inverse de la proportion marginale à épargner. Si la proportion à épargner est faible, alors le multiplicateur sera fort. Voilà. Ici, on a un petit graphique qui prend en compte la variation de l'investissement. Mais on a utilisé un peu de trigonométrie. À partir du graphique, on peut solutionner ça de manière aussi graphique. On a la variation de Y. La variation de Y, c'est Y2 moins Y1, ou autrement EH, qui est égal aussi à FH. FH, c'est quoi? Le segment FH, c'est FG plus GH. Ce qui veut dire, c'est GH plus la variation de I. La variation de I. Et on sait très bien que la variation, que GH, c'est quoi? GH, c'est EH multiplié par C, multiplié par la pente. Pourquoi? Parce que la pente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent de l'angle alpha. Bien. Maintenant, j'introduis les dépenses publiques, c'est-à-dire j'introduis l'État dans le modèle pour calculer le multiplicateur, les différents multiplicateurs qui peuvent être utilisés dans le cadre du calcul du revenu du client.
Alors ici, pour Keynes, il faut associer le budget à l'équilibre macroéconomique. On peut distinguer à cet effet 3 multiplicateurs. D'abord, le multiplicateur budgétaire et le multiplicateur fiscal. Autrement dit, le multiplicateur des dépenses publiques et le multiplicateur des recettes fiscales. Puisque l'équilibre n'est pas forcément l'équilibre de plein emploi, pour Keynes, l'État doit mener son action sur les dépenses publiques ou sur les recettes fiscales, ou sur les deux à la fois. Si le sous-emploi résulte de l'insuffisance de la demande, l'État doit prendre le relais et combler le manque de la demande, il doit gonfler dans ce cas-là la demande globale par l'augmentation des dépenses publiques. Cela change les conditions d'équilibre économique keynésien et permet de calculer les multiplicateurs associés à une économie sans échange avec l'extérieur. 3 précisions sont nécessaires. D'abord, les dépenses publiques doivent se rajouter à la consommation et l'investissement pour définir ce qu'on appelle demande globale. C plus I plus G. C, c'est la forme petit c fois y plus C0 plus I plus G. Les impôts notés tels qui sont prélevés par l'État pour financer ces dépenses. L'État prélève des impôts sans tenir compte des revenus. Dans un premier temps, et pour des raisons pédagogiques, on note tel égale à T0. Les transferts sont versés par l'État aux ménages sous forme de différentes allocations. La consommation des ménages, dans ces cas-là, ne dépend pas du revenu national, mais plutôt du revenu disponible. Et quand je dis revenu disponible, c'est bien évidemment le revenu national moins les taxes plus les transferts. Voilà. Alors, l'autre YD, le revenu disponible, et l'autre YD, c'est Y, le revenu national, moins les taxes plus les transferts. Autrement dit, j'aurai la fonction de transformation suivante. C est égal petit c fois YD plus C0. Alors, encore c, petit c, YD c'est quoi? C'est Y moins T, dans un premier temps, on note T0, c'est-à-dire des taxes autonomes. T0 plus TR plus C0. Ce qui veut dire que C est égal à petit c fois Y moins C T0 plus C TR plus C0. Alors, l'équilibre macroéconomique keynésien avec consommation de l'État s'écrit, c'est-à-dire ici, je dois calculer la demande globale par ces différentes variables. Demande globale est égale, on l'a déjà, C plus I plus G, c'est-à-dire petit c fois Y moins C T0 plus CTR plus C0 plus I plus G. Comme variables exogènes, I et G sont des variables exogènes. Bien. Alors, ce qui veut dire, ça, c'est l'offre globale qui est le revenu. Ce qui veut dire que Y moins petit c fois Y est égal moins petit c T0 plus petit c TR plus C0 plus I plus G. Ce qui veut dire que Y est égal 1 sur 1 moins petit c facteur de moins c T0 plus c TR plus C0 plus I plus G. Voilà. Ici, on doit, à partir de ce résultat, on peut déduire deux types de multiplicateurs. KG
et KT. KG, c'est le multiplicateur de dépenses publiques. Ici, c'est-à-dire quand G varie d'unité supplémentaire, de combien variera le revenu. Mais cette fois-ci, ici, la variation du G est infinitésimale. Hein? La variation du G est infinitésimale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de Y sera la dérivée première par rapport de revenu d'équilibre par rapport à G. Ce qui donne lieu à une variation de Y qui est égale plutôt à KG est égal 1 sur 1 moins petit c. Sachant ça constante, celle-ci est constante, alors tous ces éléments sont constantes, ce sont des constantes, sauf G. C'est-à-dire je vais considérer G comme une variable et je vais dériver la fonction du revenu d'équilibre par rapport à G et je vais trouver le KG est égal 1 sur 1 moins petit c. Si je procède de la même manière, pour trouver un autre multiplicateur, c'est le multiplicateur fiscal, c'est-à-dire KT, notez KT, je dérive encore par rapport à T, DY sur DT. Alors Y par rapport à T, ce qui donne lieu à quoi? À moins petit c divisé par 1 moins c. Voilà, un autre multiplicateur, KT, qui est égal à moins c sur 1 moins petit c. KG est égal 1 sur 1 moins petit c. Quoi? KG est positif, c'est-à-dire quand les dépenses publiques augmentent, le revenu augmente. Par contre, pourquoi KT est négatif? Quand les recettes fiscales augmentent, automatiquement le revenu diminue. Ces équations permettent de connaître la valeur de la variation de la production ou du revenu qui résulte soit de la variation de l'investissement, soit de la variation des dépenses publiques, soit des revenus de transfert, soit des impôts, toutes choses étant égales par ailleurs. Le multiplicateur est donc identique quand les ensuite évaluation de l'investissement ou sur évaluation de dépenses gouvernementales. Pourquoi? Parce que ce sont deux éléments qui constituent des variables exogènes. Maintenant, je passe à un autre point qui traitera, je dirais, un autre type de multiplicateur. Cette fois-ci, si on a une augmentation de dépenses publiques, mais financée par une augmentation des recettes fiscales. Autrement dit, la variation de G égalise la variation de T. Est-ce qu'on aura un effet sur le revenu d'équilibre? C'est-à-dire, ici, on va manipuler ce qu'on appelle le multiplicateur de budget équilibré. Pour expliquer le multiplicateur budget équilibré, on prend un exemple dans lequel on a deux situations initiales, situation finale. C'est-à-dire, la demande globale 1 et la demande globale 2. Y1 est égal à C fois Y1 moins petit c fois T1 plus T1 plus C0 plus I plus G1. Sachant que T1 ou T en général, on va prendre les taxes sous la forme intégrale, c'est-à-dire en fonction du revenu. Elle est du type AX plus B aussi, avec A petit a, c'est petit p, ça veut dire le taux
marginal d'imposition fois y plus la partie autonome des taxes. Et pour mettre en exergue la variation de T qui financera la variation de G, la variation de T sera une augmentation de la partie autonome de la fonction T. Alors, on va donner 1, T1 et T2 pour la situation finale. Y1 est égal à petit c fois Y1 moins petit c fois T fois Y1 moins CT1 plus CT1 plus T0 plus I plus G1. Y1 moins petit c fois Y1 plus petit c fois petit T fois Y1 est égal à moins CT1 plus CT1 plus T0 plus I plus G1. Ce qui veut dire que Y1 est égal à 1 sur 1 moins petit c plus CT, facteur de moins CT1 plus CT1 plus T0 plus I plus G1. Pour la situation finale, de la même manière, CY2 est égal à CY2 moins CT2 plus CT1 plus T0 plus I plus G2. Alors, on va obtenir de la même manière Y2 qui est égal à 1 sur 1 moins petit c plus CT, facteur de moins T2 plus CT1 plus T0 plus I plus G2. La variation de Y sera de 1 sur 1 moins petit c plus CT, facteur de moins CT1 moins C variation de T plus CT1 plus T0 plus I plus G1 plus variation de G moins 1 sur 1 moins petit c plus CT, facteur de moins CT, 1 plus CT1 plus T0 plus I plus G1. Variation de Y, bien évidemment, on va supprimer les éléments plus et moins C0, plus C0, moins C0, plus I, moins I, G1, moins G1, ce qui donne lieu à la variation de Y qui est égale à 1 sur 1 moins petit c plus CT, facteur de variation de G, moins petit c fois variation de T. Comme la variation de G égalise variation de T, on aura variation de Y, 1 sur 1 moins petit c plus CT, facteur de variation de G, moins C fois la variation de G, ce qui donne lieu à la variation de Y qui égalise 1 sur 1 moins petit c sur 1 moins petit c plus CT, facteur de la variation de G. C'est-à-dire, ça, c'est le multiplicateur du budget équilibré. 1 moins petit c divisé par 1 moins petit c plus CT. Si petit t, le taux majeur de position, est nul, on aura une variation de Y qui égalise la variation de G qui égalise la variation de T. Si T est supérieur à 0, dans ce cas-là, 1 moins petit c divisé par 1 moins petit c plus CT, elle est inférieure à 1. Mais il est positif. Un accroissement de G financé par la fiscalité entraîne un effet moins que proportionnel, mais positif. Cette hypothèse du multiplicateur budget équilibré est connue sous le nom de théorème de Havilmont. Je passe maintenant au troisième point, qui est dédié à l'équilibre macroéconomique en économie ouverte. Enfin, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit introduire le commerce extérieur. Le commerce extérieur pour calculer les deux multiplicateurs, les multiplicateurs des exportations, les multiplicateurs du commerce extérieur. La condition d'équilibre, c'est Y est égal à C plus I plus G plus X moins M. Dans ce cas, on aura l'équilibre macroéconomique tel que C fois Y moins CT plus CTL plus C0 plus I plus G plus X moins M. Le multiplicateur d'exportation exprime l'accroissement de la production ou du revenu qui résulte d'une augmentation des exportations avec comme hypothèse variation de G égale variation de T
égale variation de M, égale variation de I, égale variation de M, qui est nulle. On a alors la variation de Y est égale 1 sur 1 moins petit c fois la variation de X. C'est-à-dire le multiplicateur des exportations est égal 1 sur 1 moins petit c. Lorsqu'il y a une augmentation de la demande globale, qu'elle soit de l'investissement ou des exportations, elle tire toujours le revenu dans la même proportion. C'est 1 sur 1 moins petit c. On suppose maintenant que les importations sont exprimées sous la forme suivante. M est égal M0 plus petit m fois Y. Avec M0, les importations autonomes, c'est-à-dire autonomes du revenu. Et M fois Y, c'est la partie induite des importations. Avec petit m, c'est le taux marginal, c'est la proportion marginale à importer. M est naturellement positif. À partir de cette égalité, on aura Y plus M fois Y plus M0 est égal CY moins CP plus CTR plus C0 plus I plus G plus X. Alors dans ce cas-là, on aura Y est égal 1 sur moins P1 moins petit c plus M facteur de C0 moins CT moins plus CTR plus I plus G plus X. C'est-à-dire ici, quand la variation de X est égale à 1, on uniquement c'est supplémentaire, et le revenu augmentera de 1 sur 1 moins petit c plus petit m. Le multiplicateur est plus petit en économie honnête que le multiplicateur keynésien classique. Car le fait d'importer pénalise comparativement notre production. La relance de l'économie bute sur l'achat des biens ou des services à des entreprises étrangères. En effet, le supplément de croissance de la variation de Y résultant d'une hausse des exportations entraîne aussi un supplément d'importation. La variation de M est égale à M fois la variation de Y. On a alors la formule, variation de M est égale à petit m, c'est celui-là, variation de Y, on l'a déjà calculé, c'est 1 sur moins petit c plus petit m fois la variation de X. Avec M divisé par M moins petit c plus petit m constitue le multiplicateur du commerce extérieur. Pour qu'une relance économique soit fructueuse, il faudrait qu'il ne se traduise pas par des achats supplémentaires à l'extérieur, mais il faudrait qu'il se traduise par davantage d'exportation. Lorsqu'on relance l'activité économique dans un pays fortement tributaire de l'importation, cette relance bute sur ce qu'on appelle la contrainte extérieure. Et il ne se traduit pas par des commandes aussi importantes au bénéfice des entreprises nationales, mais ce sont les entreprises étrangères qui en profitent. Alors, après toutes ces explications, on aboutit au multiplicateur suivant. Le multiplicateur d'investissement avec prise en compte, bien évidemment, de l'ensemble des secteurs institutionnels. KI est égal à 1 moins petit c plus CT plus M. Le multiplicateur de dépenses publiques, KG, c'est 1 moins petit c plus CT plus M. Le multiplicateur d'exportation, KX, c'est 1 moins petit c plus CT plus M. Le multiplicateur fiscal, c'est 4T moins C sur 1 moins petit c plus CT plus M. Et le multiplicateur des importations, c'est moins 1 sur 1 moins petit c plus CT plus M. Maintenant, on arrive au quatrième point, c'est la nature de l'équilibre keynésien. Dans l'analyse keynésienne, la demande effective induit l'offre globale. Cette offre détermine le niveau de l'emploi et celui du revenu. Alors, ce sont les entrepreneurs qui anticipent la demande à venir, adaptent leur offre à la demande anticipée et qui déterminent le niveau de l'emploi et par conséquent le niveau de la production. Le niveau d'emploi ainsi obtenu
n'a aucune raison de s'identifier au niveau de plein emploi. La situation de plein emploi représente la possibilité pour tout travailleur qui accepte d'être embauché pour un salaire nominal pourront être effectivement embauchés. Le plein emploi représente pour 15 une absence de chômage. Un équilibre de plein emploi intervient quand il y a simultanément l'équilibre entre l'offre et la demande globale de biens et services et l'équilibre sur le marché du travail. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la demande adressée aux entreprises n'est pas toujours suffisante pour résorber toute la population active au chômage. Alors on peut être devant deux situations, soit la situation ou deux situations, soit écart inflationniste, soit écart déflationniste. L'écart inflationniste, dans ce cas, la demande relative au revenu de plein emploi est supérieure à ce revenu de plein emploi. Et les autorités publiques doivent intervenir pour stabiliser la situation par l'action à la baisse des éléments de la demande globale ou par l'action à la hausse des éléments de l'offre globale tels que les recettes fiscales ou les importations. Dans le cas contraire, c'est-à-dire dans le cas où la demande globale du plein emploi est inférieure à le revenu de plein emploi, dans ce cas, on a un écart déflationniste. L'État doit intervenir en action de relance, soit par l'augmentation des exportations, ou par l'augmentation des dépenses publiques, ou par encore l'augmentation des investissements, ou encore par la diminution des importations ou la diminution des recettes fiscales.